On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, c'est au tour de Québec solidaire d'être à l'honneur. On vous présente deux des candidats dans la région. Dans quelques instants, lui, il a déjà été candidat aussi à la dernière élection dans Iberville. C'est Philippe Jetton-Vigent. On le voit dans quelques minutes. Mais tout d'abord, lui, il représente Québec solidaire dans Saint-Jean. Il s'agit de Pierre-Luc Lavertu. Élection du 3 octobre 2022 au Québec. On a amorcé en ce début de saison ici à la télévision du Richelieu une série d'entrevues avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly. On se transporte du côté de Saint-Jean, le représentant, le candidat de Québec solidaire qui s'appelle Pierre-Luc Lavertu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, ça va bien? Tout à fait. Et vous-même? Ben oui. Est-ce que c'est une première expérience en politique? Oui. Ben, en fait, pas en politique active, disons, ouais. Oui, j'ai été quand même dans les syndicats à l'université puis dans des associations étudiantes. Puis aussi, j'ai été membre du CA de la Coop Santé à Saint-Blaise. C'est de la politique d'une certaine façon. Tout à fait. C'est quand même, c'est de l'implication sociale, communautaire, organisée. Oui, ben, c'est un projet qui a été parti par la Ville de Saint-Blaise. Tout à fait. Bon, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri chez Québec solidaire? C'est juste une question de valeur. Là. Au moment de sa fondation, c'est toujours un parti qui m'a accroché. Là. Si j'avais eu à créer un parti à partir de rien, c'est Québec solidaire que j'aurais fait. Puis en même, je trouve que c'est encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Êtes-vous comme un militant de la première heure de Québec solidaire? Je dirais de la deuxième heure. J'ai participé dans ce temps-là, c'était des très petites campagnes. En 2012 puis en 2014 à Iberville, parce que j'habitais à Marieville dans ce temps-là. C'est ça, on a posé une coupe de pancartes, puis c'était ça. Là. C'est toute une différence par rapport à cette année. Bon. Québec solidaire est quand même une nouvelle formation politique, si on compare avec d'autres qui sont là depuis plus longtemps. Votre famille politique avant Québec solidaire, c'était quoi? Est-ce que vous étiez politisé? Étiez-vous impliqué? Moi, je suis souverainiste. Fait que le choix évident, c'est vers le Bloc puis le PQ. Mais j'ai jamais été membre de ces partis, par exemple. Bon, ça, c'est souvent une question que je pose. C'est quoi la différence entre le Parti québécois et Québec solidaire? On comprend que les deux sont souverainistes. Les deux ont peut-être des valeurs un peu plus à gauche que la moyenne, mais au final, il y a des différences. Donc, pour vous, vous venez de le dire, vous êtes souverainiste, donc vous avez pu, dans le passé, être tenté par le Parti québécois ou le Bloc. Mais qu'est-ce qui fait que pour vous, Québec solidaire, ça se rapproche plus de ce que vous êtes que le Parti québécois en soi? Oui, bien, en fait, moi, je suis de gauche avant d'être souverainiste. Donc, le Québec solidaire, c'est un parti résolument de gauche, assumé, alors que le PQ a été traversé par plusieurs vagues. C'est une grosse coalition de souverainistes, naturellement, qui inclut autant du monde de la droite, comme Lucien Bouchard, que du monde plus à gauche. Donc, pour vous, la gauche, les idées qu'on défend de ce côté-là de l'échiquier politique, pour vous, ça vous parle davantage. Et c'est pour ça que, pour vous, Québec solidaire est le véhicule de choix, si on veut. Oui, exactement. Bon. Je reviens à cette question-là parce que pour l'électorat, il y a des gens qui nous regardent en ce moment, pour X raisons. Certains sont indécis, d'autres pas. D'autres, peut-être, se demandent s'ils vont voter Québec solidaire ou ils vont voter pour le Parti québécois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens actuellement qui sont ambivalents, qui sont embêtés et qui se demandent c'est quoi les réelles différences au niveau des programmes en ce moment, entre autres? Je dirais que le programme de Québec solidaire est beaucoup plus ambitieux. Ne serait-ce qu'autour par rapport à la souveraineté, le projet de Québec solidaire, c'est plutôt d'instaurer de faire la Constitution avant de faire le référendum. Donc, on veut s'entendre sur quel pays on veut construire avant de le faire, parce que, tu sais, c'est beau de dire « Ah, on va faire un pays », mais si on n'est pas capable de... Tu sais, je suis pas prêt à... Pour moi, je ne suis pas très intéressé à travailler à faire un pays si c'est pour continuer à faire la même chose que ce qu'on fait dans le Canada, là. Une des différences importantes aussi entre les deux formations, ou même avec les formations, c'est entre autres les seuils d'immigration, qui, du côté de Québec solidaire, sont somme toute assez élevés. Souvent, la question, c'est pas tant le seuil d'immigration comme la capacité d'accueil. Donc, comment Québec solidaire peut-il, disons, rassurer la population qu'un seuil à 80 000 immigrants, qu'on a les ressources pour accueillir autant d'immigrants dans une année? Oui, bien, dans le fond, on a un vieillissement de la population. Donc, on n'a pas le choix d'accueillir des gens plus jeunes si on veut
renouveler le bassin de travailleurs, si on veut. Mais sinon, au niveau de l'accueil, c'est surtout la francisation, là. Pour nous, ce qui est important, c'est de miser sur la francisation en milieu de travail, parce que c'est vraiment là que la socialisation se fait. On n'a pas de contrôle, puis en fait, on ne veut pas avoir de contrôle sur sur la langue que les gens parlent à la maison. Mais si on veut avoir une collectivité qui communique, qui parle une langue commune, donc par le milieu du travail, pour nous, c'est important. Puis on veut investir dans la francisation en milieu de travail. Fait que si on fait ça, on devrait être capable d'en avoir un peu plus. Mais on n'est pas dogmatique sur le nombre d'immigrants. Oui, sur le seuil comme tel. Oui, on préfère laisser des experts juger. En gros, c'est ça. Parlez-nous de vous un peu. Vous avez dit en début d'entrevue que vous êtes quelqu'un d'impliqué dans différentes associations. Bon, on a compris un peu. Parlez-nous un peu de vos origines, de vos études, de votre champ d'expertise professionnelle. Bref, qui êtes-vous? Oui, c'est une très bonne question. J'ai étudié en physique. Ouais. J'ai travaillé dans le domaine. Après ça, je me suis impliqué dans des projets d'économie alternative, projet d'éco-village ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis aussi en agriculture écologique. Là, présentement, je développe ma petite ferme ici à l'Acadie en agriculture écologique, où est-ce que j'essaie de marier différentes cultures. En fait, ce que je fais est beaucoup inspiré de la permaculture. Donc, avoir des vivaces, bien, en fait, dans mon champ, ouais. Que j'utilise aucun pesticide, aucun engrais, c'est juste, dans le fond, de la matière organique apportée par mes poules ou par des élagueurs. Je plante de l'ail, des tournesols, qui genre, au même endroit, qui se complémentent comme culture. Puis aussi, je plante des vivaces qui, eux, prennent beaucoup de temps à pousser. Je me retrouve avec un écosystème qui est très résilient. Dans le fond, j'ai pas besoin de traiter contre les insectes, puis c'est plein d'insectes, c'est plein d'oiseaux. Fait que dans le fond, c'est parti très petit. Puis là, je développe mon demi-acre. Pour le moment, c'est un passe-temps ou ça occupe votre temps? Est-ce que vous êtes là-dessus à temps plein? Ben non, j'ai été là-dessus à temps plein pendant une certaine période. Mais dans le fond, j'ai besoin de travailler aussi pour vivre. Là. Comme tout le monde. Vous travaillez dans quel domaine? Ben c'est ça dépend de... j'ai fait du remplacement au secondaire. Okay. En enseignement? Oui, en enseignement, j'ai enseigné les mathématiques, puis aussi un peu les sciences. Sinon, cette année, j'ai travaillé dans une usine de tri, ici à Chambly, pas loin. En fait, je l'ai faite surtout pour pouvoir donner un rush à temps plein, pour pouvoir m'impliquer dans la campagne électorale présentement. Ce qui est très exigeant, évidemment. Oui, en temps, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous connaissez des enjeux du comté de Saint-Jean? Le comté de Saint-Jean est très, très, très urbain parce qu'il y a la vieille partie de Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie et Saint-Blaise, on en parlait tantôt, qui est la partie plus rurale, ou même à la limite l'Acadie un peu plus. Mais bref, qu'est-ce que vous connaissez des enjeux du comté comme tel? Bien, je dirais qu'un problème à Saint-Jean, c'est au niveau de l'étalement urbain. On est rendu dans une dynamique de banlieue de Montréal. Puis on a coupé énormément de boisés. Là, on parle de développer les golfs. Puis c'est ça, le couvert boisé est rendu très bas. Moi, personnellement, je pense qu'il faut plutôt miser vers la densification. Au lieu de développer des nouveaux terrains, parce que quand on développe des nouveaux terrains, il faut construire de nouvelles infrastructures, puis là, il faut payer pour les entretenir. C'est pas très optimal. Puis en plus, on perd tous les milieux naturels qui nous restent. Donc, en allant vers une densification, ça permet aussi d'optimiser nos transports en commun. Bref. L'enjeu de la densification, évidemment, il y a une partie de l'équation qui appartient au municipal. Oui. Quelle est la portion où un gouvernement du Québec peut venir influencer des municipalités comme Saint-Jean dans la gestion de sa densification? Parce que la Ville est propriétaire de ce qu'elle a, bref, mais comment le gouvernement du Québec peut-il accompagner une municipalité pour l'inviter à densifier son territoire? Ou entre autres, il y a aussi l'enjeu des logements abordables qui est aussi hyper et omniprésent là, actuellement dans l'actualité. C'est une bonne question. Concrètement,
Parce que juste sur les logements abordables, on l'a vu même récemment, il y a eu une demande qui malheureusement a été refusée parce qu'il manquait certains éléments, mais la problématique du logement abordable, ça rejoint un peu aussi l'enjeu de la densification parce que, en quelque part, les gens doivent habiter. Si les gens n'ont pas le moyen de se payer des maisons et le moyen de se payer des loyers, si les loyers ne sont pas abordables, bien là, on tourne en rond. Là. Oui, en effet, bien, justement, ça, c'est un très bon point que vous amenez. Justement, on a comme projet d'en construire beaucoup du HLM, du logement abordable. Puis, étant donné que c'est en partenariat avec les provinciales, avec les municipalités, c'est sûr qu'en développant le projet, on peut garder ça en tête puis le mettre en pratique. Dans le fond, penser le projet, le développer avec ça en tête, finalement. Oui. Qu'est-ce qui, depuis le début de la campagne, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous marque dans ce que vous voyez sur le terrain quand vous jasez avec des citoyens, avec des électeurs? Qu'est-ce qui vous frappe là, depuis le début de la présente campagne? Beaucoup de choses. Entre autres, il y a énormément d'indécis. Ça, c'est assez surprenant. Ouais. Surtout quand, dans le fond, on a tendance à se dire « Ah, les sondages disent ça », mais finalement, c'est ça. Dans le fond, il n'y a rien qui est joué au final. Sinon, la jeunesse des candidats, j'ai rencontré quelques candidats au hasard. J'ai rencontré une au cégep. Pas hier, cette semaine, la semaine passée, non, lundi. C'est rassurant de voir qu'il y a des jeunes qui veulent s'impliquer. Oui. Ouais. Non, c'est ça. Il y a un renouveau au niveau politique. Ouais. Puis le fait qu'on ait 5 partis, on dirait que ça s'abrasse tout. Puis, au final, chaque parti a des similitudes avec d'autres partis. Bref, c'est sûr qu'en même temps, quand on pense avec notre système électoral, il y en a juste un qui gagne, alors qu'il y en a 5 qui se présentent. Le Parlement n'est pas toujours représentatif du suffrage universel. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est de valeur, parce que si on pouvait avoir ça, on aurait, mettons... Québec solidaire aurait plus de sièges, disons. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr, mais en fait, moi, ce que j'aimerais surtout, ce serait un gouvernement minoritaire, parce que les différents partis pourraient travailler avoir ensemble. Plus de poids dans l'équation. Oui, en fait, ils pourraient faire valoir leurs priorités à eux. Puis, dans le fond, chaque parti représente un segment de la population, au final. Puis, ils ont chacun leurs priorités. Fait qu'on pourrait plus facilement faire des compromis entre les différentes priorités de la population. Pierre-Luc Lavertu, candidat pour Québec solidaire dans Saint-Jean. Bonne chance à vous. Bien, merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on commence ça avec les géants. Absolument, avec le coach en chef Jean-Philippe Bégin est avec nous et ton nouveau Mont-Blanc. Oui, ça aussi, on pourrait dire 2 invités demain. Oui, absolument. Ne manquez pas ça. Poursuivons notre tournée d'entrevues avec les candidats et candidates des comtés de Saint-Jean-Iberville et Chambly pour cette élection au Québec du 3 octobre 2022. On se transporte du côté d'Iberville. Il est à nouveau le candidat de Québec solidaire. Philippe Jetten-Vigent est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, Éric. Pourquoi une deuxième fois? Bien, écoutez, on revient pas une deuxième fois si ça n'a pas bien été la première fois. Donc, en fait, c'est que j'en tire un très bon constat là, la première fois que nos propositions à Québec solidaire ont vraiment su convaincre les gens. Puis que l'enjeu n'était pas nécessairement de retravailler beaucoup les choses, mais plus de faire connaître nos propositions. Donc, c'est sûr qu'après ça, un autre 4 ans, bien là, le but, c'est de connaître puis le monde encore plus puis de faire encore plus de millage. Qu'est-ce qui vous a plu de la campagne électorale d'il y a 4 ans? Au point où vous décidez de vous réimpliquer dans celle-ci?
Bien, ça a vraiment été les propositions qu'on a amenées de l'avant, puis je dirais surtout leur réception. Donc, on le sentait quand on parlait aux gens que les gens avaient un peu cette image préfaite de Québec solidaire-là. Puis dès qu'on entrait sur les propositions sur le fond, bien là, OK, oui, je vois comment que ça pourrait m'aider, moi, ça, dans ma vie, mettons, les propositions qu'on amenait. Donc, on avait entre autres l'assurance dentaire, qu'on ramène encore cette année, mais en mettant un petit peu moins d'emphase que l'année, qu'en 2018. Mais on trouve que c'est une assez bonne proposition qu'on doit toujours la ramener, en fait, de dire que la santé, ce n'est pas quelque chose qui est juste certaines sphères, que dans le fond, la santé mentale fait partie de la santé, on devrait s'en occuper au Québec, que les dents font aussi partie de la santé et qu'on devrait aussi s'en occuper. Ce qui est frappant, dans le fond, dans l'existence de Québec solidaire et ce que ça démontre, c'est comment ça peut être difficile au Québec de démarrer un nouveau parti politique, parce que c'est un peu ça. On regarde quand même, Québec solidaire existe depuis plusieurs années maintenant. On connaît les deux premiers fondateurs qu'on a vus longtemps à l'Assemblée nationale. Mais là, on est plusieurs années plus tard. Il y a eu quand même une bonne députation à la dernière élection. Là, on voit aussi, il y a eu un changement. Bien, vous avez encore vos mêmes porte-parole, mais c'est M. Gabriel Nadeau-Dubois qui prend l'avant-plan maintenant. Bref, on voit qu'on tombe un peu comme dans une deuxième vie de cette jeune formation politique. Bien, je dirais que c'est un petit peu dans notre ADN puis dans ce qu'on a toujours voulu mettre de l'avant à Québec solidaire, c'est-à-dire d'avoir des termes de porte-parole qui sont pas extrêmement longs, qu'on peut évidemment reconduire, mais de toujours favoriser, en fait, une alternance, à la fois une alternance homme-femme, mais aussi entre les personnes. Donc, si je donne juste l'exemple, bien, tout le monde se souvient effectivement d'Amir Kadir et de Françoise David. Mais peu de gens, oui, savent qu'il y a eu un autre co-porte-parole entre Amir et Gabriel, qui a été Andrés Fontecilla. Puis moi, j'ai été très heureux de voir qu'il a été élu, qui fait maintenant partie là, de la députation. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y en a certains qui en fait, vont y rester. Puis qui vont se faire apprécier beaucoup des Québécois, alors que, mettons, d'autres comme Manon vont se faire apprécier beaucoup quand même, mais vont sentir, en fait, préférer travailler sur le terrain un petit peu plus que dans les bureaux. Bon, parlez-nous de vous un peu, vos origines, vos passe-temps, votre travail dans la vie, vos études. Bref, quel est votre profil? Oui, bien moi, j'ai grandi à Iberville, puis ensuite, je suis allé étudier pour mon bac en agronomie à McGill. Donc, c'est là où, en fait, je me suis passionné beaucoup là, pour l'environnement puis l'agriculture, surtout l'intersection entre les deux. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais comme travail, moi, c'est que je suis conseiller en agro-environnement. Donc, en fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est un conseiller en agro-environnement? C'est quelqu'un qui va accompagner les producteurs agricoles et les productrices agricoles pour améliorer leurs pratiques et le bilan un petit peu de leur ferme, à la fois du point de vue environnemental, mais également du point de vue économique. Donc, on est un petit peu à l'avant-plan, si on veut, de la souveraineté alimentaire, mais aussi vraiment là, de prendre soin, en fait, de notre territoire. Bon, le comté d'Iberville est majoritairement agricole. On le voit aussi que l'une de vos adversaires est issue du monde de l'agriculture. Bref, quels sont les enjeux que vivent actuellement les agriculteurs en général ou ceux que vous connaissez dans le comté d'Iberville? C'est quoi leurs enjeux en ce moment et comment le gouvernement peut les aider? Bien, il y a beaucoup d'enjeux. On n'y pense pas, mais les agriculteurs, en fait, il n'y a pas, mettons, que le prix du pain et de l'essence qui augmente. Il y a aussi tout ce qui est les intrants agricoles qui rendent ça très difficile pour les producteurs et les productrices de continuer, en fait, à produire puis à nourrir les gens. On a beaucoup aussi tout ce qui se fait comme importation, donc les produits étrangers qui rentrent à très bas coût parce qu'ils sont produits selon des normes de travail et des normes environnementales beaucoup plus faibles. Donc, on a un problème un peu de concurrence déloyale, d'une certaine manière, dans à peu près toutes les sphères de l'agriculture. Sinon, définitivement, il y a un problème en lien avec le prix des terres, avec la passation à la relève puis le démarrage. C'est un gros enjeu en agriculture parce qu'il y a beaucoup de fermes au Québec qui n'ont tout simplement pas de relève et qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont faire quand viendra le temps de la retraite. Donc, c'est un gros enjeu. Ça fait qu'on doit encourager là, le démarrage, mais aussi la relève apparentée ou non apparentée des fermes. Et ça, comment on peut y arriver? Parce que ça fait longtemps que j'entends cette problématique-là. Aujourd'hui, les fermes ne sont plus très, très artisanales. C'est devenu de réelles entreprises. Et parfois, les enfants n'ont même pas le moyen de racheter leurs parents. C'est un peu ça le drame, là. Oui. Puis là, des fois, tu es obligé de vendre ça à des plus gros que nous. Quel genre de politique le gouvernement peut-il mettre en place pour aider justement une relève et une passation
d'une génération à l'autre pour que ça reste dans la famille, pour que ça reste propriété québécoise. Bien, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une concentration qu'on observe qui est très présente. Donc, le nombre de fermes diminue d'année en année. Puis ça veut dire que la taille moyenne d'une ferme, elle augmente. Ça peut être des très grosses fermes en étant toujours familiales, mais c'est sûr que ça laisse beaucoup moins d'opportunités à d'autres personnes, en fait, de faire de l'agriculture, puis surtout d'amener un petit peu leurs idées. Donc, à la base de ça, c'est vraiment beaucoup le prix des terres qui est un problème. C'est quelque chose qui est très difficile à endiguer parce que si on pense, mettons, à l'inflation, une année normale, c'est du 2 ou 3 % des choses comme ça. Mais si je vous demandais un hectare, en fait, de terre agricole, à quel rythme ça augmente, on est dans les 10 % annuellement. Donc, c'est quelque chose que quand c'est rendu que ça vaut là, des quarantaines de mille par endroit à l'hectare, un 10 % là-dessus, ça représente énormément. On fait des prêts sans intérêt, on les subventionne. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la passation? Ce qu'on peut faire pour aider, en fait, c'est qu'il y a différents freins qu'on peut mettre qu'on peut utiliser pour ralentir, en fait, l'augmentation du prix des terres agricoles. Comme tout en économie, c'est beaucoup une question d'offre et de demande. Donc, la demande en terres agricoles, elle diminue d'année en année parce que le gouvernement fait, par exemple, des décrets pour dézoner des terres agricoles pour aller y mettre des compagnies internationales comme Google, comme ça s'est produit en Montérégie. Il y a aussi des décrets pour installer des hôpitaux, en fait, des municipalités qui vont faire du dézonage pour installer des nouveaux quartiers. Des nouveaux quartiers d'habitation. Puis en fait, pourquoi? C'est sûr, le gouvernement, c'est facile à dire, le gouvernement ne devrait jamais avoir à faire des décrets pour, en fait, que des compagnies viennent s'installer parce que des terres agricoles, c'est pas quelque chose qu'on peut juste enlever l'asphalte puis se remettre à cultiver en dessous. Une fois qu'une terre agricole est bâtie, on l'a perdue. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement, en fait, en faisant ça, contribue au problème. Puis, du point de vue municipal, moi, je ne veux pas blâmer les municipalités parce que quand on leur parle, on comprend que leur financement dépend des nouveaux revenus fonciers constamment. Puis, c'est un modèle qui ne marche pas au Québec parce qu'on est en train de dire, développer. Puis, à un moment donné, on n'aura plus de terre agricole, on n'aura plus d'endroit où développer. Donc, c'est un modèle qui est foncièrement très biaisé, très mauvais. Puis, en fait, on a besoin plus que jamais d'arriver avec un nouveau modèle qui ne serait pas basé sur les revenus fonciers. Puis c'est ce qu'on va faire plus tard en campagne. Bon, il y a une problématique dans Iberville qui revient souvent. En fait, c'est toujours un peu la même. Puis moi, je la vois maintenant de façon élargie. C'est la problématique d'eau potable à Clarenceville. Un problème, malheureusement, qui a été un peu sous le tapis de l'actualité des dernières années. L'ex-députée caquiste devenue conservatrice a elle-même tenté de régler ça. Ça n'a pas marché. Là, de ce qu'on constate, c'est pas juste Clarenceville. Il y a d'autres municipalités alentours qui ont des problématiques d'infrastructure. Bref, c'est un problème. À la limite, ça devient même un problème de santé publique. Quand on n'est pas capable d'avoir de l'eau potable, comment vous voyez cet enjeu-là? Comment on peut arriver à tenter de le régler? C'est vrai de dire que ça devient un problème de santé publique. Moi, je vois surtout ça comme un problème économique et de développement et surtout de développement parce que ces endroits-là n'arrivent pas à mettons, il y a des taux de pauvreté qui peuvent être très élevés, puis on n'arrive pas vraiment à se hisser en dehors de la pauvreté. On subit de l'intimidation. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça. Puis vous avez effectivement de raison. Justement, je m'en venais ici puis j'entendais à la radio comme quoi que le stress qui est mis sur les infrastructures en fait d'aqueduc, il est beaucoup plus présent qu'on le croit au Québec. On n'a qu'à penser à Saint-Jean où le système d'aqueduc s'en vient, en fait d'aqueduc puis de pluvial s'en viennent vieillissant puis qu'on voit des problèmes de surverse. Donc ça devient un problème environnemental, ça devient un coût, évidemment. On disait même qu'on utilise 50 % plus d'eau par habitant qu'en Ontario. Et c'est pas que notre utilisation, c'est aussi les pertes qui se font dans le réseau. Fait que c'est sûr que ça, c'est un gros problème. Moi, je pense que les programmes, surtout quand on pense à l'accès à l'eau, par exemple, au village de Saint-Georges-de-Clarenceville, mais aussi à des endroits près d'ici, comme moi, Sabrevois, où je reste, il y a plusieurs rues sur le bord de l'eau où on n'a pas accès à de l'eau potable. C'est sûr que c'est quelque chose où, pour avoir parlé avec Serge Baudouin, le maire du village, c'est un programme qui est beaucoup trop cadré puis qui est pas vraiment réaliste. Moi, il m'expliquait si on a, en fait, le nombre de portes, le nombre de maisons est compté, pris dans le décompte, mais si on a une ferme agricole avec un troupeau de 80 ou même de 200 vaches, ça ne compte pas du tout dans le calcul. C'est que ça prend énormément d'eau par jour, un troupeau,
Puis là, c'est comme, ben, on dit aux fermes qui sont là, ah, ben c'est correct, faites-la venir en citerne, faites-en 5-6 voyages par jour, vous devriez être correct. C'est très problématique. Puis pour les familles aussi qui restent là, définitivement. Qu'en est-il des engagements de Québec solidaire sur les places en garderie? Bon, un enjeu national, mais entre autres, je l'entends, moi d'ailleurs, plus à Iberville qu'à Saint-Jean, dans les enjeux en ce moment, entre autres dans les plus petits villages où il y a presque peu ou pas de CPE. C'est quoi les engagements de Québec solidaire pour les garderies? C'est sûr qu'on doit créer des nouvelles places, mais moi, je dirais qu'à Québec solidaire, on voit surtout, en fait, le problème qui doit être adressé le plus rapidement, parce que les places, on doit les créer. Si je pense, mettons, à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, au village où il y a un projet qui est déjà, en fait, prêt à se mettre en marche, mais qu'on attend tout simplement le goût le financement du gouvernement du Québec, et ce financement-là n'arrive pas. Donc, moi, je trouve ça très déplorable, autant quand c'est dans les places en garderie ou dans les logements, des choses qu'on sait manquer comme c'est pas possible, que le gouvernement attende, en fait, puis ne voit pas le problème. Pourtant, c'est quelque chose que, dès qu'il y a une sonnette d'alarme qui est tirée, on doit réagir, on doit rajuster le tir, parce que là, présentement, ça mène à des crises. On a une crise du logement que le premier ministre Legault ne veut toujours pas reconnaître. On a aussi une crise, en fait, des places en CPE, que le gouvernement ne veut rien faire à ce niveau-là. Puis nous, on pense qu'en plus, à court terme, pour toutes ces places-là qu'on n'arrive pas à trouver parce que les retards se sont tellement accumulés dans le réseau, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de parents sont en attente de place. Mais en fait, on a vraiment besoin à court terme là, d'un programme, nous on a appelé ça la prestation poupon, là, mais un programme de prestation pour les parents qui doivent renoncer à un salaire carrément pour pouvoir s'occuper de leur enfant. On pense que c'est une très grosse inégalité qu'on a au Québec que de mettre ce poids financier-là, de perdre un salaire sur l'épaule des familles. On pense qu'on peut faire mieux que ça, puis qu'on a besoin de chaque Québécois et Québécoise qu'on peut avoir. Philippe Jetton-Vigent, candidat de Québec solidaire dans Iberville. Merci à vous. Bonne chance. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu cherche actuellement des citoyens pour faire partie du comité sur l'environnement. Il y a 2 postes de vacants, donc vous devez envoyer vos curriculum vitae, là, si vous êtes intéressé, évidemment, à environnement@sjsr.ca. Donc, tout ceci se fait par courriel, après quoi il y aura une sélection. Bref, si l'environnement vous intéresse, la ville a besoin de citoyens pour siéger sur son comité de l'environnement. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.